Bonjour mesdames et messieurs, merci et bonsoir partout où vous nous suivez, surtout ceux qui sont de l'autre côté de l'Hexagone. Nous continuons à recevoir vos sollicitations, aussi bien vos courriers qui nous permettent souvent de réfléchir sur notre pays, le Congo. Il faut dire que vous nous inspirez. Une fois de plus, merci pour votre fidélité à nos programmes, en tout cas de la Diarc TV, et surtout à votre attachement à votre émission Mag le Bazar. Mag le Bazar, aujourd'hui, qui sort des sentiers battus du débat politique, en tout cas, qui va toucher une question qui est au centre de la réflexion aujourd'hui en République du Congo. Une question qui établit le mariage aujourd'hui entre le politique et l'entrepreneuriat. Mais on constate un peu de cacophonie, je me permets de le dire comme ça, parce que c'est la mode d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas passer un seul jour ou suivre à la télé ou dans les réseaux sociaux quand les politiques vous parlent de l'entrepreneuriat. Quoi l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui lie ou qu'est-ce qui établit le mariage entre l'entrepreneuriat et la politique ? Et pourquoi donc le politique devait parler de l'entrepreneuriat ? En tout cas maintenant, pourquoi pas hier ? L'entrepreneuriat dit ou parlé par le politique réussit-il réellement les objectifs entrepreneuriaux? Voilà toute une panoplie de questions qui vont gouverner donc notre échange aujourd'hui sur le plateau de Mag Bazar avec M. Deborno Bonkougou Ngoy. Bonjour M. Deborno. Bonjour monsieur le journaliste. Première fois de nous faire notre plateau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça me va donc. Il faut rappeler qu'il est analyste politique. Monsieur Oséré Bouya, il est philosophe comme moi, en tout cas au nom de Zeus. Bonjour, monsieur le philosophe. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. J'aime lorsque les politiques se croisent avec les philosophes. Ça mène un peu loin la réflexion. Alors, monsieur le CB, le CB, les Québec, qui n'est pas un nom qui n'est pas... Voilà, laissez les Québec qui n'est pas à présenter. Tu chauffes, on le sait. Politique. Voilà, sois la bienvenue à mon plateau. Bonjour, monsieur Okilas. Merci beaucoup. Alors, monsieur Orish Yaba, il est économiste, comptable, financier. Bonjour, mon très cher financier. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, alors vous voyez le statut de tous ceux qui sont sur ce plateau. Il fallait travailler pour emmener tout ce monde sur ce plateau-là pour une analyse divergente de la question afin d'apporter à l'opinion congolaise plus de lumière sur la question. Alors, chers invités, une fois de plus, comme tradition, je vous remercie d'échanger en direct avec les Congolais aujourd'hui, surtout de vous apporter la matière. Nous faisons l'émission Mag Bazar, nous ne posons que des questions. Moi, on les pose à ceux-là qui touchent ce domaine. Ici, j'ai des économistes, j'ai des financiers, j'ai des politiques, j'ai des philosophes. Et la question qui sera autour ou au centre de notre débat porte sur notre société. Donc, nous attendons de votre part cette analyse. Et vous avez constaté, vous continuez à constater, comme tous les Congolais d'ailleurs, que la question de l'entrepreneuriat est aujourd'hui au centre, en tout cas de la vie politique, il faut dire nationale. On le constate au niveau des associations, on le constate au niveau des initiatives, souvent jeunes, et pro-pouvoir parfois. Voilà, mais l'entrepreneuriat est un problème pour toutes les sociétés. Il est au centre du développement des sociétés. Qu'y a-t-il que les politiques embrassent ce domaine aujourd'hui et il faut dire prélude à la présidentielle. Alors, constat fait, je vais commencer par le monsieur, monsieur Deborno. Quel constat faites-vous, pour ne pas me redire, quel constat faites-vous de l'entrepreneuriat aujourd'hui, du rapport entrepreneuriat et politique? Ou autrement dit, c'est quoi d'abord l'entrepreneuriat? Merci, monsieur le journaliste. De prime abord, je voulais d'abord vous remercier de votre invitation qui a permis à ce que j'arrive sur ce plateau pour parler d'une thématique qui gangrène pratiquement ou bien qui fait couler de l'encre et de la salive c'est-à-dire qu'en milieu politique. Votre question est fondamentale sur l'intérêt de savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, si je me mets à définir, c'est pratiquement l'ensemble des activités liées à la création
au développement et à la gestion d'une entreprise ou d'un projet économique par un individu qu'on appelle entrepreneur ou par un groupe qui peut aussi être appelé comme ONG ou association. Voilà un peu pour cette modeste réponse. Alors, monsieur le philosophe, est-ce que vous avez une approche sur la question? Effectivement, oui. Je dois commencer par vous remercier comme l'a fait mon co-débatteur. Je vous en prie. Parce que c'est la toute première fois que nous ayons l'occasion de passer ici pour une telle rencontre. Absolument. Effectivement, vous avez bien fait pour nous poser cette question. Pourquoi? Parce que cette question est d'actualité. Aussi parce que cette question pose véritablement le problème du financement de l'entrepreneuriat en République du Congo. Absolument. Nous voulons effectivement informer, expliquer au peuple congolais qui est habile à financer l'entrepreneuriat au Congo. Ce sont des acteurs politiques ou bien encore des institutions? Alors, pour répondre à votre question, voilà. Au Congo, dans notre pays, le financement de l'entrepreneuriat est assuré par les institutions privées, comme la Banque postale du Congo, la BGFI Banque, la BCI. Donc, il ne s'agit pas des individus ou des particularités, possesseurs ou pas des biens matériels, qui doivent s'occuper de cette question. Et donc, si on a très bien compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un État très organisé, les institutions existent, et si nous voulons parler de cette question, alors nous allons avoir toutes les réponses auprès des institutions de notre pays. Donc ce n'est pas l'affaire d'un individu. Ce n'est pas l'affaire d'un individu, mais, mon cher invité, l'image que ça donne dans notre pays, c'est l'affaire des individus lorsque nous voyons ceci se déballer à travers médias traditionnels, télé, ainsi de suite. Ça se dit au grand jour. Peut-être que ça va surprendre les Congolais qui nous suivent, parce que le philosophe vient de démontrer que dans cette question, dans cette problématique, il doit se poser un problème de financement. Parce qu'effectivement, créer une entreprise, c'est de la part des entrepreneurs. Qui est l'entrepreneur réellement? Qui est l'entrepreneur? C'est lui, l'acteur même. Mais cependant, il est financé par du privé, comme il dit, les banques. Mais aujourd'hui, nous constatons clairement que dans l'entrepreneuriat tel que vécu actuellement, ce sont des individus qui financent. Comment vous appréciez cela? Est-ce que ces individus n'ont pas le droit de le faire? Bon, merci d'abord pour ce privilège de nous recevoir sur ce plateau pour parler de l'entrepreneuriat en ce qui est les politiques. Parce qu'aujourd'hui, le concept de l'entrepreneuriat est, je dirais, un peu mal défini en ce qui concerne la vision et les directives du chef de l'État. Je parlerai plus technique parce que l'entrepreneuriat, comme j'ai su entendre, n'est pas l'apogée de la littérature. Mais l'entrepreneuriat, c'est les chiffres, c'est le technique. L'entrepreneuriat, c'est la pratique. D'ailleurs, si on peut prendre un entrepreneur, un économiste qui disait, Schumpeter disait, un entrepreneur, c'est un preneur de risques. Et un preneur de risques, on ne peut pas prendre les risques sur un projet qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas prendre le risque d'entreprendre sur une idée qui n'est pas claire. On ne peut pas prendre les risques sur une idée qui n'est pas circoncise, qui n'est pas précise. C'est pourquoi l'État a mis en place des institutions chargées à réorganiser l'idée entrepreneuriale. C'est-à-dire un porteur de projet, un individu qui a un projet, se rapproche auprès de ces institutions pour essayer d'abord de squeletter, de bien formaliser le projet, parce que vous pouvez avoir un projet, l'idée d'entreprendre, mais le projet n'est pas forcément faisable.
C'est pourquoi les techniciens qui sont là, dans des institutions que le gouvernement a mis en place, sont là pour étudier la faisabilité de chaque projet. Donc c'est une affaire d'État. Exactement, c'est une affaire d'État. Donc l'État a mis en place un climat favorisant aujourd'hui que quelqu'un, un individu, sinon le citoyen lambda, le peuple, qui a besoin d'entreprendre, qui a un projet entrepreneurial, puisse se rapprocher auprès de ces institutions, non seulement pour demander de financement, parce que j'ai parlé et j'ai écouté du financement, mais l'idée ce n'est pas d'abord avoir le financement. Avant le financement, il y a une étude préalable sur l'idée entrepreneuriale. Après vient, comme mon frère a su le dire, viennent ces institutions d'accompagnement en ce qui concerne le financement. Et même là aussi, nous avons constaté, monsieur le journaliste, comme vous venez de le dire, cette cacophonie aujourd'hui. Pourquoi ces institutions existent? Si aujourd'hui un individu peut se lever pour se dire que non, ben, je vais accompagner les jeunes, mais sur quelle base? Est-ce que ces jeunes sont réellement des entrepreneurs, ont réellement des idées bien précises en ce qui concerne l'entrepreneuriat ou en ce qui concerne leur idée entrepreneuriale? Parfois pas. Nous nous levons, c'est ce que nous constatons. Quelqu'un se lève, il va quelque part, il regroupe un groupe de jeunes, il donne du financement. Et ça passe à la télé que nous avons soutenu des idées entrepreneuriales. Or, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin, mais c'est d'ajouter aussi de la valeur ajoutée au système économique de notre pays. On n'entreprend pas pour rester sur un point A. Mais on entreprend pour quitter d'un point A vers un point B. Et ce point B, c'est l'évolution technique, l'évolution financière, l'évolution économique, où il y a des spécialistes qui sont là pour essayer un peu d'éradiquer la cacophonie qui est en train de se passer au niveau de notre pays. Donc voilà un peu ce que je peux éclairer en ce qui concerne l'idée entrepreneuriale au Congo. Comment est-ce que ça devait se faire? Merci beaucoup, Fodor, de lucidité qui permet aux téléspectateurs, à travers ces dires, de mieux cerner le problème. Et je rappelle, j'aime faire ces mises au point. Lorsque nous constatons et lorsque les populations nous saisissent sur telle ou telle question, nous les emmenons sur le plateau, nous problématisons, nous invitons certaines personnes pour creuser, pour comprendre. Et que donc nous sommes la voix d'une société. Parce que la société doit comprendre tout ce qui se passe. Alors je vais m'attaquer vraiment sur... à un politique que je connais bien, M. Lekebe. Alors, vous êtes politique et vous semblez être interpellé ici. Pas vous, mais en tout cas, tu es le politique. Parce que c'est aujourd'hui le propre des politiques. Voilà. J'entreprends, on revoit tout, on écoute tout. Mais quand j'écoute les philosophes, j'ai écouté le frère là-bas, l'autre, c'est pour un objectif. Et c'est cadré dans un état. Mais vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes Congolais, que c'est à la mode aujourd'hui. Romik peut se lever, il crie fort, il va, il organise tout ça. Bon, vous êtes politique. Comment appréciez-vous cette attitude des politiques vis-à-vis de l'entrepreneuriat? Au préalable, qu'il me soit permis de vous remercier, monsieur le journaliste, cher aîné. Alors, tout d'abord, le politique, permettez-moi de revenir là-dessus. Le politique, pour moi, en fait, à mon humble avis, le politique, c'est un homme ou une femme, un jeune, un vieux, qui a des convictions, qui adhèrent à une idéologie donnée, et qui a des idées qui rentrent en symbiose avec une idéologie. Et à travers l'idéologie, adhérer, il peut effectivement intégrer un parti politique ici et chercher à briguer le suffrage pour faire valoir ses idées. Voilà. Et ces idées, il peut finalement les matérialiser en une délibération pour ce qui est des élus locaux, en une loi pour ce qui est des députés et des sénateurs, et en décret, arrêté et autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? L'homme politique, de par ses idées, devrait travailler de telle sorte qu'à travers ses idées, qu'il arrive à améliorer les conditions de vie des populations. C'est même à travers les idées. Le caractère. Et donc, la politique ici, c'est donc la bataille des idées.
C'est-à-dire, M. Romik, en face de M. Omessé, il a adhéré à une idéologie, et moi à une autre, et on met sur la table, on débat à travers les idées. On ramène ça quelque part devant la population, chacun présente ses idées, chacun présente sa vision politique, et à travers la vision politique, la population nous juge. À travers la vision politique, la vision politique et l'idéologie politique, la population nous fait confiance. Mais à partir de cela, on est élu ou on est promu à un poste de responsabilité. Nous, quel est le rôle que nous pouvons jouer relativement à l'entrepreneuriat? Voilà. Eh bien, nos populations, que ce soit au niveau national, au niveau local et autres, nous pouvons les orienter. Nous pouvons les orienter à s'approprier de l'entrepreneuriat comme la seule solution pour la seule solution qui lutte contre l'insécurité sociale. Voilà. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On présente à nos populations les outils légalement constitués par notre pays. À ce moment-là, on les conseille en exhortant aux populations de s'orienter. À ce jour, nous avons le FIGA. Nous avons le FIGA qui est régi par la loi numéro 23/2019 du 5 juillet 2019 portant création du fonds d'impulsion de garantie et de l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Et en ce qui concerne, et nous avons aussi le FONEA qui lui est régi par la loi 8/2019 du 9 avril 2019 portant création du Fonds national d'appui de l'employabilité et de l'apprentissage. Et ça, ce sont là des outils que le gouvernement a mis en place pour permettre à ce que le climat entrepreneurial soit beaucoup plus apprécié, quand je parle de l'appréciation ici, et que les populations s'approprient de l'entrepreneuriat. Et nous, en tant que politique, on va jouer les facilitateurs, c'est-à-dire on va jouer ce rôle de faciliter, les jeunes à s'approprier de l'entrepreneuriat en les sensibilisant, en les exhortant sur ce que c'est que l'entrepreneuriat. Bon, malheureusement, je le dis comme ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est toute une autre forme de l'entrepreneuriat. On va peut-être y revenir. Ouais. Aujourd'hui, c'est toute une autre forme de l'entrepreneuriat. Alors, Monsieur Desbernon, vous avez suivi votre prédécesseur qui pose le problème au sens, il présente bien le rôle du politique dans l'accompagnement, le rôle qu'il devait jouer. Et en passant, il a rappelé les appareils existants, l'État mis en place par l'État pour accompagner la jeunesse, par exemple, dans ce sens. Et il a bien précisé le rôle de la politique, surtout. Merci pour ça, parce que ce rôle échappe à pas mal de gens. Alors, soyons réalistes. Est-ce qu'il n'est pas donné aux politiques aujourd'hui de parler entrepreneuriat? Regardons ce qui est en face de nous. Lorsqu'il parle des instruments mis en place par l'État, il a cité FIGA, il a cité le FONEA. Mais nous voyons à côté, il y a comme des instruments privés qui travaillent dans ce sens. Et si c'est des politiques qui sont dedans, est-ce qu'ils n'ont pas ce droit-là? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Parce que c'est eux qui nous renvoient cela. Ils renvoient cela à tous les Congolais. Ce n'est pas un secret polichinelle. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de manager dans ce domaine et dans ce sens? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que nous tombons dans le vif du sujet pour mieux être explicite. Je partirai sur deux aspects pour mieux comprendre l'aspect évoqué. Nous avons d'abord le côté parallèle. Le côté parallèle d'un politique, qui est l'acteur politique, avec l'entrepreneur. L'acteur politique agit sur le plan institutionnel et collectif. Donc là, nous prenons compte de ceux qui sont élus. Voilà. Le président de la République, c'est un élu. Absolument. Les sénateurs sont des élus, les députés sont des élus. Donc ils fonctionnent sur une base donnée. Donc ils sont là pour appliquer les pouvoirs, c'est-à-dire que les politiques publiques. Ouais. Ok? Donc vous avez les lois,
vous avez les décisions d'État. Et là, je parlerai en tant qu'acteur politique, une personne morale. Je suis d'abord dans une personne morale. Ouais. Et je prends l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat agit sur le plan économique, souvent individuel et collectif. Absolument, ouais. Mais qui crée quoi? Qui crée de la valeur. La valeur. Et emploie et innove aussi. Aujourd'hui, ce côté parallèle différencie un peu les deux, c'est-à-dire que les deux concepts. Oui. Mais entre-temps, nous avons aussi la complémentarité. Dans cette complémentarité, nous avons l'aspect où, s'il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'entrepreneur. Oui. S'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de politique. Politique. Et c'est cette cacophonie, en fait, qui joue sur le terrain maintenant. Or, l'État, en tant que personne morale, il a ce droit. Il a ce droit. Mais ce qui inquiète, c'est que nous constatons que nous avons des acteurs politiques individuels, je dis bien individuels, qui fonctionnent en tant qu'un individu, ok, et qui mettent à profit le côté entrepreneuriat pour se faire valoir. Ah, ça. Or, cette valeur doit être donnée à l'État, parce que l'État a mis en place des institutions qui cadrent avec. Et nous constatons que certains politiques, disons le mieux, se focalisent ou bien se cachent dans des institutions à caractère personne morale pour faire de l'entrepreneuriat sur le terrain. Mais entre-temps, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de formation. Et on se pose même la question, où est-ce qu'il tire ces moyens? Voilà. Où est-ce qu'il tire ces moyens? Parce que pour un individu, moi en tant qu'acteur politique, individu que je suis, je sais ce que ça vaut d'être un homme politique sur le terrain. Je sais ce que ça vaut. Mais aujourd'hui, on constate que on se tape le luxe de faire, disons, de créer un climat, de démontrer à la population que nous sommes en train de vous apporter à la maison ou devant votre porte votre vie, Voilà. votre réussite. Mais ne nous leurrons pas. On connaît qu'est-ce qu'un politique. On connaît qu'est-ce qu'un politique. Nul n'est besoin d'étaler ici. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je pourrais dire que non, un individu ne peut pas remplacer l'État. L'État restera l'État. Mais l'individu peut être un catalyseur ou un facilitateur. C'est-à-dire que j'ai derrière moi toute une troupe qui est sans emploi. Nous connaissons la réalité du Congo qui est sans emploi. Mais entre-temps, il y a les institutions étatiques qui sont mises à notre portée pour que ceux-là soient formés pour acquérir un financement donné. Parce que ce financement aussi n'est pas gratuit. Mais avec un individu, le financement est gratuit. On ne suit plus. Mais avec l'État, c'est un processus. Absolument. Absolument. Tu reçois, tu rembourses. Moi, je récupère aussi, je fais la même chose. Et je crois que pour chuter, je dirais que le développement économique d'un pays repose à la fois sur les décisions politiques et sur le secteur privé. Et je crois qu'en étalant ce principe, nous allons continuer dans l'émission. Merci. Alors, monsieur le philosophe, voilà que la réflexion est lancée. En tout cas, je retiens que, chers téléspectateurs, la question est vraiment posée sur les sources de financement. Oui, maintenant un peu cette réflexion. Parce que l'État déjà lui-même, il le dit ouvertement, le gouvernement le dit, même le chef de l'État le dit. On ne dort pas pour chercher de quoi payer les travailleurs congolais, ainsi de suite. Mais la démonstration que les Congolais voient, à travers cités, ainsi de suite, c'est que les individus financent des milliers et des milliers. On part du sud du pays pour le nord du pays, on sent, et ça se dit, mais nul ne s'interroge sur les sources de financement. En tout cas, cependant, l'État
J'écoute bien, je suis l'État. Je suis l'actualité, je fais l'actualité. L'État lui-même a des sur un problème. Alors, est-ce que de telles initiatives, qui parfois dépassent l'entendement de l'État, visent réellement le développement des entreprises ou l'initiative privée, ou la prise en charge des jeunes, le règlement des problèmes sociaux des jeunes? Telle est la question. Mais cependant, nous sommes un pays où tout le monde sort, il est philanthrope. Hein? Le Congolais est toujours content de penser à la misère des Congolais en tant qu'individu, alors que l'État ne peut pas. Alors, philosophe, permettez-moi, moi j'aime appeler les philosophes de la sorte. Voilà. Alors, et lorsqu'on est en face de telles problématiques, je parlais d'imbroglio de voir des individus qui financent des projets, mais cependant, derrière il n'y a pas une banque. C'est clair. Comment expliquer cela? Et comment expliquer cela? Pourquoi ça ne suscite pas des interrogations? Voilà. Dans notre société. Merci bien pour cette question, une fois de plus. Nous savons tous que ces acteurs politiques ont des partis politiques. Nous allons faire un constat avec vous, bien entendu. Vous trouverez dans ces partis politiques, ils sont incapables de former, n'offusque que leurs adhérents, leurs militants. Aucune formation politique pour toute une année. Ce ne sont pas des écoles politiques. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour former l'élite dans leur formation politique. Ce qui est quand même paradoxal, c'est de constater que ces mêmes acteurs politiques qui sont en situation économique difficile, ont des difficultés pour gérer leurs partis politiques, trouvent quand même des moyens, des financements pour soutenir, entre guillemets, les activités des jeunes, financièrement parlant. Je pense que s'il faut prendre les exemples, ça va nous emmener à comprendre l'origine de ces sources, des financements. Prenons le cas au niveau international. Nous connaissons les acteurs politiques qui sont les hommes d'affaires. Le cas du président Trump. Avant d'avoir une réputation politique, avant qu'il ne soit connu politiquement, il était un grand homme d'affaires. Déjà assis dans le monde des affaires. Et un tel individu est capable, de par ses propres moyens, aider individuellement, soutenir les activités de ses citoyens. Mais chez nous, si déjà un fonctionnaire congolais a même des difficultés pour avoir un crédit équipement à la banque, à plus forte raison, un individu qui s'est converti à la Banque postale du Congo, à la BCI, qui a des moyens pour aider, je ne comprends pas. Ce comportement n'honore pas la République. Ce comportement démontre qu'effectivement, il y a un fâché désordre dans l'agir de l'acteur politique congolais. Ah ouais. Alors, examinons le but de cette action. Évident, évident. Ce n'est pas pour le bonheur du peuple. Ce n'est pas pour le bien-être. C'est vrai que la politique vise le bonheur du peuple, Absolument. le bien-être. Absolument. Mais cette façon de faire démontre qu'effectivement, c'est seulement une activité de charme. Et les populations, nos frères, nos sœurs, qui en bénéficient de ces fonds, ne savent même pas où se trouvent les institutions de la République pour savoir à qui s'adresser pour se former, s'informer, pour avoir une orientation. C'est grave. Ça veut dire que c'est seulement pour s'acheter une place dans le soleil. Tout le monde sait que là, le Congo est déjà à l'orée
des élections présidentielles, il faut utiliser les médias, il faut utiliser la population, moyennant quelque chose, pour être peut-être considéré auprès du pouvoir de Brazzaville. C'est ça la réalité. Alors, c'est dire que c'est une illusion quand j'écoute, une forme d'illusion, une forme de ruse politicienne. Et c'est la lecture qui se dégage en fait au regard des organes de l'État bulleté. Alors, mais M. Aurich, vous êtes bien assis pour examiner cela. Il a presque tout dit. Ce qu'il dit, c'est ce qui se constate. Ceux qui sont à l'œuvre, on les connaît, ils ne tombent pas du ciel, ils ne sont pas d'une génération spontanée. Mais le problème, c'est de comprendre le fond. Est-ce que ce n'est pas un bon moyen pour faire la politique? Mais sauf que le contenu converge toujours dans le sens du soutien de l'action du chef de l'État. Clairement. Le chef de l'État a une vision pour la jeunesse. Partout, je vois ces choses. C'est rare de trouver un entrepreneur en tant que tel. Un entrepreneur qui se lève comme ça, qui mène de telles actions. On peut chercher dans le pays, il n'y en a pas. Cependant, on a des entrepreneurs qui crevent de faim là, dont la dette pèse sur l'État et qui ont aujourd'hui fermé même leurs entreprises, attendant le paiement de la dette intérieure. Mais cependant, il y a des non-entrepreneurs, mais connus politiques. Permettez-moi, hein, c'est un fait qu'on examine. Voilà, Mac Baza taille les problèmes de la sorte. Et c'est eux qui se donnent le devoir ou la mission de former les jeunes. Est-ce pour un long terme? Est-ce que ça cadre avec la volonté étatique? Voilà toutes les questions qu'on se pose. Mais le contenu, souvent, c'est accompagner le chef de l'État. Est-ce que c'est parfait tel que vous voyez? Quelle analyse faites? Bon, l'analyse que j'ai sur cette question... Et derrière, parfois, vous avez des ministres qui s'affichent, hein, je le dis. Parfois, des ministres qui s'affichent derrière de telles initiatives. Ministre du gouvernement, le gouvernement dispose de ses canaux, le gouvernement dispose de ses instruments, mais c'est un ministre qui s'affiche en privé, qui appuie, qui s'affiche à côté des initiateurs. C'est ce qu'on nous renvoie, nous, presse et population. On n'invente rien. Vous êtes des spécialistes, donnez-nous tous les sens. Alors, d'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que l'idée de partir qu'il y a des ministres qui s'affichent, c'est un élément très important de souligner cela. Au temps normal, il n'y a pas de mal qu'un ministre s'affiche. Mais qu'un ministre, que ce soit un ministre sous tutelle du service entrepreneurial. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le ministère des petites et moyennes entreprises. Si aujourd'hui, madame la ministre Jacqueline Mikolo peut s'afficher dans la sphère entrepreneuriale, c'est son domaine, c'est son rôle. Alors, ce qui est aberrant, c'est de souligner qu'aujourd'hui, un ministre qui n'est pas habilité dans le secteur entrepreneurial se retrouve dans les affiches, se retrouve devant l'entrepreneuriat, devant le jeune pour parler de l'écosystème, pour parler de comment accompagner les jeunes. Alors, c'est ça le plus grand problème. Je dirais qu'il n'y a pas de mal que les politiques, sinon le politique, puisse s'investir dans l'entrepreneuriat. C'est comme je l'ai dit, le problème c'est que quand les politiques s'investissent dans l'entrepreneuriat, il y a l'absence des chiffres. Je vais prendre un exemple simple. Voilà. Toutefois que je passe à l'ACPCE, je vois il y a un document, très souvent trimestriellement, que l'ACPCE délivre parfois aux usagers. Et dans ce document, il retrace l'ACPCE, sinon une agence, donc elle retrace les entreprises qui ont été créées au cours d'une période donnée. Or, quand les politiques s'investissent dans l'entrepreneuriat, il y a l'absence de chiffres. Nous avons apporté de l'aide entrepreneuriale à la population, sinon à la jeunesse. Mais combien de jeunes ont été recensés? Combien de jeunes ont été formés? Combien de jeunes ont reçu de financement? Et combien de jeunes reçoivent du suivi et de l'évaluation? Voilà. Parce que le problème, ce n'est pas de se lever de bon matin, aller dans un coin de quartier, rassembler des gens, donner de l'argent, donner du matériel. Mais même le matériel qu'un individu reçoit, un entrepreneur reçoit, est amorti. Et ça veut dire que dans son exercice, dans son activité, quand il réalise le chiffre d'affaires, il doit être en mesure de savoir que je dois amortir le matériel qu'on m'avait donné.
C'est pourquoi le problème de l'entrepreneuriat au Congo est mal conçu. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le Rwanda aujourd'hui, c'est développé sur l'entrepreneuriat. Quand vous prenez le Vietnam, sur l'artisanat. Mais l'entrepreneuriat bien précisé, bien circoncis, l'entrepreneuriat bien cadré. C'est pourquoi le chef de l'État, dans sa vision, il a jugé bon aujourd'hui le ministère des petites et moyennes d'entreprises est en train de chevaucher presque comme j'ai dit, toute l'étendue nationale. Pourquoi? C'est pour éveiller d'abord la conscience, c'est pour sensibiliser d'abord. Or, l'acteur politique ne vient pas d'abord pour sensibiliser. Il a trouvé ses millions, il a trouvé ses milliards, il vient directement en action. Et quand il se met en action, mais le résultat est escompté. Nous, la population, sinon les jeunes entrepreneurs, nous attendons les chiffres, les résultats. Que l'individu lambda qui a reçu le financement est passé d'une situation précaire vers une situation améliorée. Exactement, c'est ce que nous attendons. Sinon, à quoi bon sang d'apporter de l'aide? À quoi bon sang de donner tout cet argent, tout ce que nous voyons, des équipements, si dans 2 matins, l'entrepreneur que nous disons, soi-disant l'entrepreneur, parce qu'il faudrait aussi le souligner que nous tous, nous n'allons pas devenir des entrepreneurs. Ce n'est pas tous les Congolais qui doivent être entrepreneurs. Il faut souligner que l'entrepreneuriat doit être soigneusement, vraiment et soigneusement précisé dans l'optique et la vision, comme le chef de l'État, comme j'ai su le donner. Et le ministère des petites et moyennes d'entreprise, que j'apprécie beaucoup, et, par les instruments comme la CPCE, quand vous partez, aujourd'hui, si vous avez une idée entrepreneuriale, vous partez, quand vous avez moins de 40 ans, vous formalisez votre entreprise moyennant 25 000 francs seulement. Vous avez les papiers de votre entreprise. Donc, vous passez de l'informel vers le formel. Et là, vous avez la possibilité d'aller vers les institutions habilitées pour vous accompagner financièrement. Or, ce que nous constatons, c'est quoi? C'est que les politiques investissent dans l'entrepreneuriat, mais dans l'informel. Et dans l'informel, ce n'est pas enregistré au niveau national, ce n'est pas enregistré, ça n'impacte pas l'économie nationale. C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que non, le miroir montre que ce qui se passe en ce moment au Congo, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, monsieur le journaliste, vous me donnerez raison, il n'y aura pas d'impact économique. Pourquoi? C'est parce que le but n'est pas d'aider la population. Le but, c'est de faire valoir la vision quelconque, la motivation personnelle. Or, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, soutenir les jeunes sur une vision basée à long terme, comme le chef de l'État l'a su donner. L'entrepreneuriat doit être une vision à long terme. Qu'est-ce que nous voulons que les jeunes là deviennent dans 5 ans, dans 10 ans, en leur donnant notre aide, en leur donnant cet équipement. Et aujourd'hui, je dirais aux hommes politiques qui ont ces moyens que vous avez cités, que nous ignorons les sources de provenance, si leur volonté était parfaitement bonne, pourquoi pas se rapprocher auprès du ministère, sous tutelle du ministère que nous connaissons, le ministère des petites et moyennes entreprises, de travailler en étroite collaboration. Si c'est vraiment pour une bonne vision, si c'est vraiment pour une bonne volonté, je pense qu'aujourd'hui, ces acteurs politiques devaient se rapprocher du ministère des petites et moyennes entreprises pour se dire, travaillons ensemble pour accompagner ces jeunes. Je pense que là, il y aura, par exemple, la DPME qui formalise les visions, sinon entrepreneuriales des jeunes, en élaborant le business plan. Une fois le business plan est élaboré, même lui-même, l'entrepreneur, qui est le citoyen lambda, a maintenant une vision claire et nette de son projet d'investissement. Or, malheureusement, ceux qui reçoivent ces fonds ne connaissent même pas comment épargner, comment je peux répartir le chiffre d'affaires si une fois ce chiffre d'affaires est réalisé. Et je vous le dis et je le répète encore, donnons-nous 5 ans plus tard, revenons sur le terrain et posons-nous la question, ces entrepreneurs sont où? Et je pense que chacun de nous, ce jour-là, aura une réponse claire sur la question des politiques et l'entrepreneuriat au Congo. Merci beaucoup, monsieur Aurich. Franchement, vous me mettez déjà dans la projection par rapport aux expériences vécues des politiques. Mais avant vraiment de revenir sur le politique, alors il faut dire, chers téléspectateurs, que ça se constate. Voilà. Lorsque nous problématisons sur de telles questions, nous souhaitons que les intéressés viennent sur ces plateaux par rapport à ce que disent les spécialistes, qu'on le dise. Parce que le constat fait, le politique va dans tous les sens. Tous les sens, nous sommes des journalistes, nous écoutons l'opinion. La convocation de cette thématique va dans ce sens.
Parce que lorsque la population qui est habituée à certaines pratiques, à une certaine tradition politique, constate cela, il s'interroge. Papa journaliste, qu'est-ce qui ne va pas? Là, est-ce qu'il y a réellement du boulot ou bien on nous emballe? Voilà les questions qui se posent. Est-ce de la sainteté ou quoi? Même ceux qui sont dedans, à un moment donné, ils se disent, mais où est-ce qu'on nous emmène? Cependant, quand les hommes d'État s'affichent, pire encore les membres du gouvernement, il faut le dire, on se pose la question. Est-ce que comprennent-ils les missions traditionnelles du gouvernement? Le gouvernement a toutes ses missions, a tous les appareils qu'il faut, mais lorsque des ministres du gouvernement sortent, font du tape à l'œil à travers de telles initiatives, mais ça affaiblit le gouvernement. Ça affaiblit ce département. C'est pourquoi nous faisons ce bilan souvent. Curieusement, c'est eux encore qui ont mal d'écouter ce bilan. Mais quand vous êtes du gouvernement, au lieu de renforcer, comme vous avez dit, ce ministère qui a le regard du chef de l'État, parce que le ministère applique une politique. C'est le chef de l'État en la matière. Mais quand c'est un ministre qui parle au nom du chef de l'État, par exemple, qui pavane dans toute la République avec une initiative privée, la conséquence, c'est que ce ministère va fléchir nécessairement en matière. Mais qu'attendent-ils de la presse? Mais la presse fait le constat. Mais lorsqu'on fait le constat, c'est parfois les mêmes qui montent et disent on a critiqué le gouvernement. Oublions que c'est lui ou bien c'est eux, les maillons faibles, qui déstabilisent l'action parfois de deux. C'est logique. C'est logique. Et quand nous le faisons tel que nous le faisons, vous êtes bien là. Ce n'est pas pour critiquer. C'est la meilleure manière d'accompagner. Parce que la politique présentée par le chef de l'État redite en 12 batailles. C'est la politique qui émane des Congolais. C'est le mariage entre l'homme et les Congolais, je l'ai toujours dit. S'il réussit sa politique à partir des instruments mis en place tels que les départements ministériels, c'est le pouvoir qui se pérennise. Aussi longtemps qu'il y aura ce pouvoir, les mêmes commis de l'État qui font autrement bénéficient de la confiance de l'homme. Et la presse vient pour le dire. Sinon, sincèrement, je vous dis dans toutes les raisons, ce que nous voyons étonne les Congolais. C'est l'occasion que les Congolais comprennent. Il faut qu'ils comprennent, parce qu'ils doivent savoir aussi là où on les emballe. Maintenant, ceux-là qui seront frustrés pour la chose, on est dans une matière universelle. On est dans une politique qui est cadrée par les lois. Ils viendront pour le contre-pied. Ils ont le droit de réponse. Mais il faut qu'ils viennent aussi pour nous expliquer pourquoi c'est pratique en politique. Est-ce parce qu'ils ont failli en politique? Est-ce parce qu'on n'a plus d'instruments pour mener le combat politique? Nous, on sait ce que c'est la politique. Ou on veut grimper, ou bien on utilise comme des escaliers pour arriver. Et il y a même ceux de notre corporation. C'est quand même étonnant, il faut le dire. Ça, on nous interpelle pour ça. Il faut qu'on nous dise. Il ne suffit pas de s'afficher sur les télés pour faire le tape à l'œil. Non, il faut expliquer. Une fois qu'on a expliqué, si c'est bon, tous on va adhérer. Et c'est là tout le problème. Je pense que nous aurons l'occasion de foncer, tenir un plateau spécial avec Madame la ministre à propos. Parce qu'elle a un bilan à présenter. Mais quand il y a de telles pratiques à côté, le bilan va la peser, alors que les maillons faibles sont ailleurs. Alors, monsieur le politique, petit à petit, nous allons chuter. En tout cas, voilà la matière. Voilà la matière que le politique nous donne. Je ne les incrimine pas. Mais sauf qu'ils touchent les domaines qui ne sont pas les leurs. Faire de la politique aujourd'hui, je pense, mon cher cadet, mon cher frère, ce que le président attend de vous, normalement, c'est le rassembler. Parce qu'on dit, la démocratie, c'est un pouvoir démographique. On voit là, il n'y a pas d'initiative pour rassembler les jeunes autour du président. Et quand on le fait, on met des choses qui prêtent même à confusion. Parfois, on dit, est-ce que c'est de la part vraiment? Est-ce que la méthode est bonne pour emmener l'électorat vers le chef? Mais lorsqu'on réfléchit, on pense que même ceux-là ne comprennent pas. Alors, pourquoi ça se fait? Ça ne se fait que par les politiques, s'il vous plaît. Pourquoi ça ne se fait que par vous, les politiques, surtout les jeunes? En tout cas, permettez-moi de prendre le poids de tous les politiques. Merci beaucoup, M. Kilas. Voilà. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites ici. Je crois que c'est plus qu'un plaisir d'être là. Mais je pense que dans un contexte où la confiance citoyenne est presque fragilisée envers l'État, et nous constatons avec beaucoup de regrets
que l'État est finalement en train de se batailler contre l'État. Je m'explique. Je m'explique. Et tout à l'heure, vous venez d'expliquer que nous avons un certain nombre de membres du gouvernement qui accompagnent des personnalités privées, Voilà. alors dans le sens de l'entrepreneuriat. Et nous disons que ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Il faut dire que s'il s'agit de la politique, ça n'a rien à voir avec la politique. Et ça, il faut lui dire, la meilleure façon de commencer en politique, c'est d'adhérer à un parti politique, commencer à militer à la base, faire ses preuves et gravir les échelons, arriver à un niveau donné. C'est ça la meilleure façon de faire de la politique. Maintenant, si on veut utiliser le terme entrepreneuriat comme pour attirer, comme pour marquer les esprits, pour facilement bénéficier des grâces, eh bien, ça c'est dangereux pour la République. Parce que je le dis, parce que nous sommes, comme je vous l'ai dit au départ, la politique c'est la bataille des idées. Absolument. Il faut y revenir tout le temps. Parce que si nous quittons le fait que la politique ne devient plus la bataille des idées, notre pays est en danger. Absolument. Parce qu'il faut confronter les idées. Il faut débattre, Absolument. faire des grands débats sur l'économie, sur la santé, sur l'éducation, le système éducatif, l'environnement, tout ça. À partir du moment que ces idées sont mises sur la table, eh bien, vous débattez, c'est pour l'évolution du pays. Voilà. Maintenant, lorsque les hommes politiques, finalement, commencent à quitter les idéologies, sinon les idées, pour la confrontation, je dirais, financière et économique, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi nous, ça fait presque mal quand nous parlons, même, nous constatons même l'opposition dans le gouvernement. C'est clair. Ça, il faut le dire. Je viens de le démontrer. Parce que nous ne pouvons pas imaginer un individu peut créer une association. Comme moi, je suis président de plusieurs associations. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons être capables de mobiliser 3, 4, 5 membres du gouvernement pour suivre nos activités? Je dirais non. Parce que dans le cadre des associations où je suis membre, où j'ai même présidé par le passé, nous avions écrit à certains membres du gouvernement. Jusqu'ici, on n'a reçu aucune réponse. Mais la question là se pose, c'est que nous venons de voir tout à l'heure, là on ne va pas se voiler la face. La face, il s'agit de ce qui s'est passé à Pointe-Noire. On ne va pas se voiler la face, c'est le FIC. Eh bien, c'est quand même malheureux. Je dis bien, c'est quand même malheureux ça sur la toile, de voir un gouvernement, quelques membres d'un gouvernement, avec son chef à la tête, pour suivre une activité du FIGA. C'est quoi le FIGA? Le FIGA, c'est une structure d'un ministère. Et on n'en parle même pas du ministère tutelle. Et nous constatons qu'il y a un peu de la pagaille. Parce qu'on ne comprend pas qui fait quoi, qui doit faire quoi dans ce pays-là. C'est vrai que la société civile a le devoir d'aider la République, c'est-à-dire le pays, à faire avancer, effectivement, en conformité avec les lois et règlements de la République. Mais ce que nous constatons amèrement, c'est qu'au niveau même de la politique, lorsque la politique devient l'exposition des billets des banques, l'exposition du matériel, où on fait des dons, vous pensez que nous sommes allés vers où, M. Kilas? Nous sommes allés vers où? Elle perd tout ça. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir des jeunes qui vont s'engager en politique lorsque, en face de nous, nous avons des multimilliardaires qui sont là en train de convaincre, sinon surdoyer les institutions de la République pour les accompagner dans leurs actions. Mais moi aussi, mes citoyens électeurs vont me poser le même problème. Voilà. Que, monsieur le conseiller, eh bien, toi tu nous viens avec la parole seulement. Nous avions vu à Madingou, nous avions vu à Sibiti, nous avions vu ceci. On donne ceci, on donne ceci. Et c'est dangereux pour la République. Pour l'intérêt de la République, pour l'assainissement même, je dirais, de la classe politique de notre pays. Et il faut que ces choses soient recadrées. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question, c'est quoi la politique? Est-ce que c'est la distribution massive des biens? Est-ce que c'est la distribution massive des billets de banque? Est-ce que c'est la distribution? On se pose mille et une questions, M. Kilas. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça porte confusion, on ne comprend plus rien. C'est tout un gouvernement qui se déplace pour, je ne sais pas, 3-4 jours à Pointe-Noire. Il y a des dossiers. Nous sommes en train d'aller vers
une session administrative de l'Assemblée nationale ou du Parlement, il y a forcément des dossiers à traiter, mais vous voyez les ministres de la République, voilà, qui vont à Pointe-Noire. Et pire encore, est-ce que pour parler de l'entrepreneuriat, on a besoin de rire? Est-ce qu'on a besoin de danser? Est-ce qu'on a besoin de boire pour parler de ces choses-là? C'est Made in Congo. C'est pas possible. L'entrepreneuriat, à mon sens, ça n'a rien à voir avec le rire. Je n'ai rien à voir avec contre mes jeunes compatriotes qui ont été invités, mais à un moment donné, c'est pas possible. On dit ça lié à la corollaire, on dit il faut lier l'utile à l'agréable. Et ça, c'est pas bien, monsieur Okilas. C'est dangereux. Et comme nous disons ici, à un moment donné, les particuliers commencent à faire mieux que l'État. C'est pas possible. Voilà. Et parfois, on se pose les questions, où est-ce qu'ils trouvent, comme vous l'avez dit dès le départ, quelle est la source de ces ressources? Mais la plus grande crainte pour les politiques, c'est ça, monsieur Okilas. Nous sommes en train d'aller vers des élections. Chaque homme politique va se placer devant une population donnée. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Puisque aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire, comme on le dit. Tout ce qui se passe ailleurs est regardé partout ailleurs. Et à ce moment-là, c'est difficile. À ce moment-là, nous sommes en train de tuer le pays. Nous sommes en train de tuer le débat. Nous sommes en train de tuer l'idéologie. Nous sommes en train de tuer les idées. Nous sommes en train de tuer l'évolution. Parce qu'il faut dire que toutes les politiques du monde travaillent effectivement pour l'amélioration des conditions de vie, sinon de l'économie de son pays. Merci. Mais lorsque les hommes politiques sont en train de quitter la réalité, eh bien, pour se faire de la place, je dirais, la meilleure façon pour une femme, pour un homme, de se faire la place en politique, c'est d'abord d'intégrer un parti politique, d'intégrer l'idéologie, avoir des convictions, avoir des idéaux, des idées à mettre sur la table et on débat. C'est ça, voilà, de la politique. Ce n'est pas présenter tout ce que nous voyons. Le charme. Ce n'est pas des activités de charme. Sinon, on ne parlera plus de la politique au Congo. Et ça sera dangereux parce que ça sera difficile pour nous de rivaliser d'autres pays. Merci. Merci beaucoup. Je sens la pulsion politique qui part. Franchement, je sens. Il faut redéfinir simplement la politique chez nous, je pense. En tout cas, je vous inviterai à un débat purement politique. Il faut qu'on redéfinisse la politique. Elle est enseignée, vous n'inventez rien. Elle est enseignée. Le but de la politique, lorsqu'on voit tout ça, je n'incrimine pas, mais je dis la réalité. Lorsqu'on voit tout ça, quand on connaît la politique, on a fait sociologie politique, quel que soit le niveau de la personne peut crier. En fait, il vous dit qu'il n'est pas politique. Il est apolitique parce qu'elle ne se pratique pas comme ça. L'idéal, vous l'avez dit, le bien-être de la population, c'est fondamental, c'est trop bas. Mais lorsque les gens quittent ce sillage pour aller d'autres vers intérêts, et on le présente à la population. Et demain, c'est les mêmes qui iront vers les mêmes populations pour dire « Venez voter par exemple notre mentor ». Vous ne voyez pas que c'est eux qui créent la cassure? C'est eux qui créent la cassure. Nous avons des réflexions sérieuses qu'on va mener. Alors, chers invités, on me signale que nous commençons à chuter rapidement. Chacun va donner son avis sur, après tout ce balai, quelles pourraient être les conséquences d'une telle pratique des politiques actuellement dans l'émergence, il faut dire comme ça, de notre pays en matière de l'entrepreneuriat. Je vais commencer cette fois-ci par frère. Quelles peuvent être les conséquences? Bon, c'est comme je l'ai dit, les conséquences, nous avons dit, je vous ai parlé que prenons une prévision de 5 ans. Nous allons constater que... Il nous reste 8 minutes. Hein? Nous allons constater que absolument l'effort que l'homme politique est en train de faire aujourd'hui, les efforts-là qui ne sont pas cadrés, ne vont jamais donner le fruit escompté que nous tous nous attendons en matière entrepreneuriale. Simplement, c'est ça les conséquences. Évitons à ce que dans 2 matins, ces mêmes jeunes que nous avons donné aujourd'hui de l'argent puissent se dire que finalement, vous n'avez rien fait et revenir encore vers vous pour vous dire, donnez-nous encore du financement. Or, on finance pour... C'est une initiation, une mauvaise initiation. C'est une mauvaise initiation. C'est pourquoi, je dirais pour terminer, il faudrait que nous puissions donner le pouvoir régalien du ministère des petites et moyennes entreprises. Il doit prendre tout ce qui est nécessaire en matière entrepreneuriale. Et si un individu pense qu'il veut venir en aide à la population, qu'il se rapproche du ministère des petites et moyennes entreprises et qu'il travaille en collaboration. Comme ça, nous aurons des chiffres, nous aurons des informations techniques et fiables en ce qui concerne l'entrepreneuriat au Congo. Merci beaucoup. Monsieur le philosophe. Merci bien. En 1 minute. Nous allons prendre un exemple
pour illustrer cette façon de faire. On peut comparer des particuliers qui se comportent comme ça à l'image des enfants, des élèves qui, à l'école, n'écoutent pas les enseignements, les conseils. Mais la conséquence logique, c'est quoi? C'est qu'ils vont échouer. C'est l'échec. Et donc, on ne doit pas beaucoup réfléchir pour trouver la réponse. La réponse est là. Plus on fait mal, plus on ne peut pas espérer à un tel enfant. Ça veut dire que même pour son avenir, ça va être difficile. Voilà. Je ne vois pas par quel miracle un enfant qui se comporte comme ça dans une république peut avoir la bénédiction de tout le monde. Je ne pense pas. Merci beaucoup. Monsieur Desbernaud, votre mot de chute. Une minute. Merci beaucoup. Pour mon mot de chute, je dirais que les conséquences sont d'ordre multiple, hein, mais je citerai seulement 3 aspects. Oui. Le premier aspect, c'est que tout Congolais voudrait maintenant devenir entrepreneur, puisqu'on sait comment maintenant trouver les moyens pour être entrepreneur. Et le deuxième aspect, c'est qu'on va créer des impatiences aux populations. Les populations vont être maintenant impatientes. À quand notre tour? Oui. Est-ce que ça viendra chez nous aussi? Et moi aussi, parce que j'ai un projet à donner. Et j'aurai peut-être quelque chose là-dessus. Et pour terminer, je dirais qu'il y aura donc l'arrêt de la promotion des autres secteurs. Oui. On va plus s'atteler dans l'entrepreneuriat et on va oublier d'autres secteurs. Voilà un peu là où je pouvais chuter. Alors, une minute vraiment pour qu'on chute. Monsieur Okila, je dirais la démocratie en danger en République du Congo. Parce qu'aujourd'hui, si l'on ne trouve pas le courage de le dire, le climat politique de demain sera encore pire qu'aujourd'hui. Donc il faut le dire parce que la démocratie est en danger. Simplement, on n'aura plus la culture des débats, on n'aura plus la culture des idées, des idéologies. Eh bien, monsieur Okila, vous avez déjà vu un homme politique parler de l'idéologie politique? Vous en avez déjà vu? J'ai-on appelé ici? Effectivement, c'est ce que je dis, que la démocratie est en danger en République du Congo. Ah. Démocratie en danger, non pas du fait de ses invités, non pas du fait de la presse, mais du fait des pratiques politiques. Il faut dire pratiques des politiques ou politiciens dans le pays qui ne cadrent pas avec la discipline politique. La politique, j'ai toujours dit, c'est pas quelque chose à apprendre aux Congolais. Vous la pratiquez, il faut jamais oublier que c'est une norme, c'est une science. Et la démocratie devait de la sorte. Les Congolais à côté observent plus les politiques. Et j'ai toujours dit, chaque fois que les politiques travaillent pour la simple visibilité et pour les intérêts personnels, ça se voit au grand jour. L'opinion nous interroge, nous n'avons pas de réponses à donner, nous venons sur le plateau. Les gens réfléchissent pour que vous puissiez écouter. Maintenant, quitte à vous, ceux-là qui peuvent se retrouver dans cette donne, qu'ils viennent nous expliquer le pourquoi de ces agirs. J'ai bien dit, il y a des ministres de la République qui freinent l'action gouvernementale, mais qui ne supportent pas cependant le bilan que la presse fait à travers la population. Ils le font sans savoir que les maillons faibles, c'est eux qui bousillent même l'exécution de ce programme. Nous aurons un plateau spécial pour le dire. Vous avez un ministre que vous trouvez dans tout. Il est dans le football, il est dans le nzango, il est dans l'entrepreneuriat. Parfois, on l'attend dans son département, il n'est pas visible. Ce n'est pas possible. Mais cependant, lorsque nous nous présentons honnêtement, démocratiquement, d'une manière civilisée, le rôle ou la place d'un président de la République en tant qu'institution, nous avons du mal à supporter ces pratiques parce que, j'ai bien dit, il est l'émanation d'un peuple. Son projet est un mariage entre ses aspirations et les aspirations du peuple. Et lorsqu'il y a des individus à côté qui bloquent l'exécution à travers leur mauvaise manière de faire, alors supportez la presse. Supportez la presse qui est le 4e pouvoir, c'est tout son rôle. Interpeller pour que vous puissiez faire bien. Donc j'avais reçu sur ce plateau monsieur Océréa, voilà, Océré Boya, philosophe, merci de ce partage très rationnel que tu viens de faire. Monsieur Desbernaud Bokungongoyi, analyse politique, vous venez de le constater, mais il va trop loin, parfois même une analyse globale. Bon, tu as touché les questions de société à fond. Alors, Omese Lekebe, merci beaucoup, merci. Merci, il est politique, très politique. Il a prouvé cette fibre ici, qui le ramènera sur ce plateau pour qu'on parle purement politique. Alors, M. Orish Yama, vraiment qui nous a donné de la matière concernant le rôle surtout de ce ministère. Et j'ai pu comprendre, vraiment à l'instant, les difficultés
que subit ce ministère du fait de ces mauvaises pratiques. En passant, nous allons nous arranger de faire la demande à Madame la ministre de faire un plateau spécial avec elle pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle explique ces choses. Si elle nous le dit, en ce moment, la presse va jouer son rôle. Franchement, c'est un devoir parce qu'elle a une mission, elle a au même moment des comptes à rendre à celui qui l'a choisi. Merci beaucoup. Alors, chers invités, reste qu'à vous dire au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.